Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Anne Hidalgo, maire de Paris. Madame, monsieur, c'est à vous. Vous savez ce que je lui dis d'abord? Bienvenue Anne Hidalgo, Merci bonjour. et bonjour. Il y a tellement de sujets, on va choisir, on va aller vite. Ouais. François Rebsamen veut donc renforcer les contrôles sur les demandeurs d'emploi. Est-ce une gaffe ou la vérité qu'on n'ose pas exprimer? Non, c'est pas la vérité qu'on n'ose pas exprimer. Enfin, franchement, quand il y a plus de 3 millions de chômeurs, le sujet n'est pas la fraude au chômage. Marginalement, il peut y avoir un problème de fraude au chômage, mais aujourd'hui, les chômeurs ont envie de travailler. Il faut arrêter de stigmatiser et puis avoir des résultats sur le front de l'emploi. Ça, c'est le boulot du ministre du Travail. Et de tout le gouvernement. Mais il n'a été ni désavoué ni découragé par l'Élysée ou par Matignon. Bah, écoutez, j'ai entendu beaucoup de réactions vives. C'est le conformisme. Non, c'est pas le conformisme. Il faut arrêter de dire et de penser que lorsqu'on a le souci des autres, le souci de la détresse, parce que les gens qui sont au chômage souvent sont en détresse, que c'est du conformisme. Je suis désolée. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de sentiments, etc. pour ceux qui souffrent. Bah, écoutez, mais le problème, on traque les gros exprimer. fraudeurs du fisc, traqués par Bercy. Mais il y a aussi le problème des du fraudeurs chômage du pôle aujourd'hui, emploi. c'est de permettre aux chômeurs qui veulent travailler, c'est le désir le plus profond de la plupart des gens qui sont au chômage aujourd'hui, de pouvoir retravailler. Et je pense qu'il faut s'atteler à ça et puis arrêter ces polémiques périphériques et stupides qui ne permettent absolument pas de donner confiance à nos concitoyens. Ce matin, François Rebsamen sera à Évreux. Vous voulez qu'il se rétracte? Qui fasse amende honorable, qui fasse harakiri. Je ne vais pas demander quoi que ce soit à François Rebsamen, simplement que chacune et chacun dans sa responsabilité fasse attention à ce qu'il dit. La provocation pour la provocation n'apporte rien. Luttons contre le chômage, trouvons des solutions à l'emploi et puis vraiment prenons en considération le fait qu'aujourd'hui le chômage c'est un élément de détresse sociale et que les chômeurs ont envie de travailler. Va révéler bientôt son enquête dans 4 régions, la Franche-Comté. Et bien qu'il la révèle PACA, et qu'on y travaille. Mais il faut écouter la réalité. Mais oui, mais la réalité, Basse-Normandie, c'est que les chômeurs veulent travailler. Est-ce que vous savez combien de demandeurs d'emploi ne cherchent pas d'emploi? Écoutez, c'est pas... Non, est-ce que vous savez? Franchement, j'ai pas ce chiffre-là. Vous savez, j'ai travaillé très longtemps au ministère du Travail. Le chiffre sortira vers le 11-12 septembre, c'est 30%. Oui, écoutez, moi, je demande à voir ce qu'il y a derrière ces chiffres. Ce que je sais, j'ai travaillé longtemps au ministère du Travail, je me suis longtemps occupée de politique d'emploi. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce à quoi aspirent des gens qui n'ont pas d'emploi, c'est de travailler et qu'on arrête la société. Monsieur Jean-Pierre Elkabbach, la société française est suffisamment fracturée, suffisamment conflictuelle pour qu'on ne rajoute pas des sujets qui sont des sujets, de mon point de vue, périphériques et non pas l'essentiel. Le travail du dimanche et du soir ne sera pas généralisé, mais il est probable que Manuel Valls, Premier ministre, allégera par ordonnance. Vous seriez favorable et qu'il allégera les contraintes qui nuisent à l'attractivité des villes de Paris, etc. Jusqu'où vous êtes prête à évoluer, vous ? D'abord, sur les ordonnances, je ne suis pas favorable aux ordonnances. Je pense que le Parlement doit jouer son rôle. Moi, j'ai, sur la question du travail du dimanche, une méthode. J'ai demandé au Conseil de Paris, à tous les groupes politiques du Conseil de Paris, de me faire des propositions. Ils sont en train d'auditionner plus de 80 acteurs de ce sujet-là. Ça va durer jusqu'à quand ? Ça va durer jusqu'au mois de novembre. En novembre, j'aurai des décisions à prendre, sachant que ce que je demande, c'est qu'il y ait des compensations salariales pour tout élargissement par les entreprises. La mais question, si elles le font, si elles donnent des compensations, vous êtes d'accord? Je ne suis pas d'accord dans l'absolu. Je n'ai jamais été favorable à la généralisation du travail du dimanche parce qu'il y a des endroits où ça ne se justifie absolument pas. À Paris, j'ai des zones touristiques. J'ai toujours dit que j'étais d'accord pour regarder éventuellement l'extension de ces zones touristiques, que la question de la création de nouvelles zones touristiques où on pourrait travailler le dimanche est une question à prendre en considération, mais avec toujours 2 conditions, compensation salariale et en même temps prise en compte de la vie des riverains dans ces quartiers qui fonctionneraient 24 heures sur 24. Hier, Madame le maire, ou Madame la maire, en tout cas, Anne Hidalgo, vous avez rencontré Manuel Valls à Matignon. Vous vous êtes plainte que l'État réduit ses dotations aux collectivités territoriales. Paris recevait 1,2 milliard par an. Vous craignez, d'après ce que j'ai lu, que d'ici à 3 ans, l'État divise par 2 ses aides, c'est-à-dire 600 millions. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'il va
Étaler la réduction, prendre des mesures, vous laisser agir? D'abord, sur la discussion que j'ai eue avec Manuel Valls, ça a été une discussion très constructive, dans un très bon climat, et avec une prise en compte par le gouvernement du rôle que Paris joue aussi dans le redressement du pays. La discussion que j'ai eue avec lui nous a conduit à parler, par exemple, d'un sujet comme la taxe de séjour. Je souhaite que sur ce sujet-là, l'hôtellerie de luxe, vous savez, quand on a des suites à 28 000 € la nuit et que la taxe de séjour est en fait de 1,50 €, en fait même moins, 90 centimes d'euros par nuit. Donc vous demandez une augmentation de la taxe de séjour pour les hôtels de luxe. Tout à fait. Et sur ce point-là, Manuel Valls a été plus couvert, puisque nous sommes en train de travailler ensemble sur un dispositif qui devrait être présenté à l'Assemblée nationale et qui ne touchera pas la petite hôtellerie, parce qu'il ne s'agissait pas de cela, mais en revanche, la grande hôtellerie, et notamment les palaces et les hôtels 5 étoiles, pour pouvoir effectivement faire en sorte que les Parisiens, qui font beaucoup pour l'attractivité de leur ville, ne soient pas les seuls contributeurs justement à cette politique touristique qui est la nôtre. Des taxes de séjour qui augmentent, les gens vont aller à Londres ou à Munich ou à Berlin. Vous savez, Paris, et on l'a vu encore dans un classement cet été, est très très bien classé. Nous sommes 3e capitale mondiale en termes d'attractivité économique. Et d'ailleurs, à Paris, moi j'ai fait le choix de soutenir des secteurs économiques comme le tourisme et les secteurs traditionnels, la mode aussi qui est un secteur très important, mais j'ai fait le pari aussi de la nouvelle économie. Paris est une ville innovante, une ville qui mise beaucoup sur ses startups. Mais il n'y aura pas d'augmentation des impôts des Parisiens? Ah ben non, bien sûr. Et dans la discussion que j'ai eue avec Manuel Valls, ce que j'ai dit, et je crois qu'il l'a entendu, c'est que les villes, les métropoles comme les nôtres, qui créent beaucoup de richesses, sont des solutions et non pas des problèmes pour le gouvernement et pour le redressement du pays. Donc qu'on soit impliqué dans ce redressement. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec cette politique social-démocrate, alors qu'on dit que la gauche a déjà échoué? Moi, je suis profondément social-démocrate. Et ce que je souhaite, c'est que, à la fois, effectivement, la question économique, la question du soutien aux entreprises, du soutien à l'économie soit posée et qu'on agisse sur ces sujets-là, mais que jamais on ne perde de vue la nécessité d'une cohésion sociale et d'une politique qui porte aussi la question de la solidarité, notamment par exemple sur le logement ou sur tous ces sujets très importants. On pourrait parler de ces sujets, on le fera une autre fois. Valérie Trierweiler publie ses confidences, sa version sur 9 ans de relation avec François Hollande. Vous la connaissez et vous la connaissez très bien. Tout y est, la passion, la jalousie, la colère, le dépit. On entendait Olivier Royan le raconter avec Thomas tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez sa démarche ? J'ai beaucoup d'amitié pour Valérie Trierweiler, mais franchement, d'abord, je ne lirai pas ce livre. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la situation de crise, dans la situation vraiment de profonde déstabilisation de la société française, il y a peut-être d'autres messages à passer. Et à l'Élysée, il s'est déshumanisé, dit-elle. Est-ce qu'elle découvre le choc, le poids, la responsabilité de la fonction présidentielle? Est-ce qu'elle est une naïve? Je n'ai pas lu le bouquin et je ne vais pas commenter ce qu'est Valérie Trierweiler. Je souhaite vraiment qu'on parle des vrais problèmes auxquels les Français sont confrontés. Et le spectacle politico-médiatique sur la vie privée des uns et des autres, je ne dis pas que vous le déclenchez, je dis que ce spectacle-là, je crois que les Français en ont marre. François Hollande n'en a pas besoin, sans doute. Dans le style de François Mitterrand, il affectera l'indifférence, il dira la vie privée, c'est du domaine privé. Mais le livre de son ancienne compagne, est-ce qu'il peut avoir sur son image et sur sa politique un effet politique et sur sa popularité? Bien sûr. Et c'est négatif, à mon avis, forcément négatif. Et vous, Anne Hidalgo, le dernier truc, pas la politique, la femme, Anne. Est-ce que désormais on va régler sur la place publique les problèmes intimes des couples? Je ne le souhaite absolument pas. Je pense que les Français élisent les politiques pour régler leurs problèmes, pas pour parler de leur vie personnelle. Elle affaiblit la fonction présidentielle. Ça affaiblit la politique et la démocratie, bien sûr. Vous le lui direz quand vous la verrez? Je le lui dirai. Merci Anne Hidalgo d'être venue ce matin sur Europe 1. Jean-Pierre, demain, c'est Bernard-Henri Lévy qui sera votre invité à 8h20 pour l'interview politique d'Europe 1. Absolument, avec ses cibles préférés, ses cibles, Bachar el-Assad, les ayatollahs de Téhéran, Poutine et Marine Le Pen. À demain, Jean-Pierre. Europe 1, 8h28. À suivre, la revue de presse de Natacha Polony et un Nicolas Canteloup qui est en grande forme ce matin.